y a quelques années, avec mon jeune chef de clinique Didier Houssin, qui malheureusement a quitté, je dis malheureusement a quitté la chirurgie, que c'est un excellent chirurgien, nous avons écrit un papier qui s'appelle Attitude décisionnelle contre attitude diagnostique. Et qu'est-ce que nous disions dans ce papier qui a été publié dans la presse médicale? Nous disions que si on compare les malades qui avaient un ictère chirurgical, qui étaient hospitalisés d'abord en médecine, qui avaient toute une série d'investigations, et ensuite qui allaient en chirurgie pour être opérés, donc c'était le premier groupe de malades, comparé au groupe de malades qui arrivaient directement en chirurgie, ce qu'on constatait, c'est que on gagnait énormément de temps, énormément d'examens, et également, évidemment, on faisait une économie. Il y avait même moins de complications. Et en ce qui concerne le coût, c'était en francs, c'était il y a 30 ans, donc on est loin du compte, mais il y avait une différence de presque du simple au triple lorsque le malade venait directement en chirurgie pour une affection chirurgicale. Alors nous tirions quelques conclusions. D'abord, celle-ci qui était de dire que l'attitude décisionnelle qu'on définissait comme l'attitude non pas visant le diagnostic, mais l'attitude visant la décision thérapeutique. Car au fond, le but du médecin est de traiter, n'est pas de faire le diagnostic. Si on veut être vraiment très finaliste, il est de traiter. Donc l'attitude décisionnelle, c'est l'attitude qui évalue d'emblée les possibilités thérapeutiques, mais je dis bien d'emblée, mais cela met en jeu des compétences très différentes, le médecin, le chirurgien, anesthésiste, réanimateur, et ceci, et c'est très important, de manière non pas successive, mais simultanée. Et ensuite, en fonction de la décision thérapeutique, eh bien, on adoptait les investigations préopératoires, et cela a changé considérablement. Donc la première conclusion était que, en fait, il y avait une distinction arbitraire entre les étapes diagnostiques et thérapeutiques, qu'elles pouvaient être fusionnées, et ceci était possible dans le cadre d'une spécialité. Cette séparation classique médecine et chirurgie ne devait pas exister, et ça c'était la conclusion la plus importante, c'est que le malade en définitive doit être pris en charge par celui ou le service qui possède les moyens thérapeutiques. Alors cet article dans la presse médicale a soulevé un abondant courrier avec beaucoup de chirurgiens, d'autres spécialités qui m'ont dit « mais c'est tout à fait exact, c'est ce que nous vivons nous-mêmes en urologie, en chirurgie cardiaque, etc. Nous prenons d'emblée le malade et ça va beaucoup plus vite. » Évidemment, beaucoup de courriers de médecins qui s'élevaient vigoureusement comme cela en disant « vous n'avez pas le droit d'échapper à l'étape diagnostique, c'est faire de la chirurgie d'emblée, du bout de, ouvrant d'emblée le malade pour faire le diagnostic. » Vous imaginez bien, ce n'était pas notre propos. Alors je vais vous montrer maintenant, à partir de notre expérience personnelle, quelle était l'application de cela. Lorsque je suis arrivé à Paul Brousse, l'hôpital Paul Brousse venait de finir, en passant à l'assistance publique, d'être l'infirmerie générale des hospices de la préfecture du Val-de-Marne. C'est son titre officiel, mais il avait déjà changé quand je suis arrivé, et je suis arrivé dans un service de chirurgie générale. Et évidemment, immédiatement, on a développé une unité de chirurgie digestive. Il y avait 12 lits. En 1977, j'ai pris le service, et déjà, le service est devenu service de chirurgie générale et digestive. Et 3 ans plus tard, en raison de la spécialisation de plus en plus forte de maladies hépatobiliaires, service de chirurgie digestive et hépatobiliaire. Incidemment, je vous signale, sans aucune décision administrative, mais simplement l'activité réelle du service obligeait le changement de dénomination. Et en 1984, service de chirurgie hépatobiliaire, car on ne faisait plus que très peu de chirurgie digestive à l'époque. 1984 est une date importante, car je vous montre ici l'évolution des transplantations hépatiques en Europe, et vous voyez qu'en 1984, ça a été vraiment le démarrage de la transplantation hépatique, grâce principalement à la cyclosporine. Évidemment, nous avons commencé à le faire depuis 10 ans, et donc on a suivi ceci, et en 1990, donc, nous étions devenus le premier centre européen de transplantation hépatique. D'ailleurs, j'avais proposé à mon administration de faire un cache-tampon en disant l'hôpital Paul Brousse, le premier hospice transplanteur d'Europe.
l'administration a quand même suivi, puisque, évidemment, ils ont continué après 90 à développer la transplantation hépatique, et nous sommes arrivés à une situation qui était totalement absurde dans des locaux vétustes, et la Direction générale de l'assistance publique a donc décidé en 93, donc dès 89, a décidé de construire un centre, après avoir essayé en vain de nous placer dans tous les hôpitaux parisiens, qui ont tous refusé, je dirais même la Pitié, même Henri Mondor, en disant que nous étions trop gros pour les budgets de l'hôpital. Et donc, force a été de rester à l'hôpital Paul Brousse. Et le directeur général d'assistance publique, qui était M. Jean Choussat, administrateur extraordinaire, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui disait, pour nous, le courage, c'est de dire oui. C'est trop simple de dire non. Et il a dit oui, évidemment en me demandant d'apporter la moitié du budget, mais peu importe, car en 1993, après 3 ans de construction, on a ouvert le centre hépatobiliaire sur 16 000 m², que je vais vous montrer, qui était uniquement destiné à la chirurgie du foie et des voies biliaires, avec, si j'ai la flèche ici, nous avions donc concentré la totalité de l'activité dedans, avec le premier étage ici, qui était les activités ambulatoires, ici, premier étage, ensuite la réanimation, le bloc opératoire, ici l'étage d'enseignement, je dis bien l'étage d'enseignement de recherche, il y avait une unité de recherche universitaire inclus dedans, la viscopie pour continuer l'enseignement et 2 étages d'hospitalisation. Mais surtout, on y développait également les pathologies, car utilisant ce que vous avez montré dans l'article de la presse médicale avec Didier Houssin, on avait développé la prise en charge globale du malade. Et je vous le montre ici. Voici le schéma du centre hépatobiliaire, dans lequel vous voyez ici, à côté des activités purement chirurgicales, bloc opératoire et la chirurgie, il y avait une hospitalisation des pathologies, une réanimation, hospitalisation de chirurgie oncologique, avec, ça c'était pour les soins, l'hôpital de jour, la chirurgie ambulatoire, mais également, et ceci est très important, dans les structures hyper spécialisées, le volet important de la recherche, ici, clinique et fondamentale, et également les enseignements universitaires et enseignements post-universitaires avec la formation des chirurgiens étrangers. Alors, donc voici le centre hépatobiliaire. Nous avons mis des médecins. Alors à ce moment-là, un de ces médecins, particulièrement brillant, un hépatologue, qui est maintenant le chef de pôle, Didier Samuel, a été nommé professeur agrégé. Et là, il y a eu des grincements de dents dans la faculté en disant « voici un médecin professeur dans un service de chirurgie ». Et ce grincement de dents a été très bénéfique, car j'ai demandé de changer de dénomination et de faire à ce moment-là un département, non plus un département de chirurgie hépatobiliaire, mais un département des maladies du foie. Et c'était la première fois qu'à l'assistance publique, et je crois en France, on faisait un département d'organes. Alors je vous explique. La structure départementale, elle est typique aux États-Unis. Donc j'ai pris le modèle américain, c'est le département de médecine avec toutes les spécialités dedans, le département de chirurgie dans lequel il y a tout, depuis les brûlures, la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, tout est dans l'ensemble du département, le département de radiologie, etc. Faire un département d'organes, c'était une disposition totalement différente. On quittait les colonnes, mais on construisait une structure horizontale qui coupait toutes les colonnes. Et le mot « couper les colonnes » montrait la difficulté, car il fallait retirer à chaque département la partie spécialisée qui revenait à la spécialité. Je l'ai mis pour le foie, parce que c'est ce qui nous concerne, mais on pourrait très bien imaginer, ça a d'ailleurs été fait, l'Institut du cœur par la suite, mais on peut très bien imaginer une organisation différente de l'hôpital, une division transversale et non pas en colonne, et je dirais au bénéfice du patient, et comme je disais, avec l'économie des soins, car le malade, dès qu'il rentre, est pris en charge par la totalité de l'équipe médicale, chirurgicale, anesthésique, réanimateur, et je peux vous dire, ça va extrêmement vite pour l'étape diagnostique et l'étape thérapeutique. Alors, pour illustrer cela, dans le service, j'avais mis le temple grec. Les colonnes sont fragiles,
ce qui tient, c'est la structure transversale, et quand la colonne est seule, voilà le résultat. Alors, on est allé plus loin, mais ça c'était une obligation administrative, le département des maladies du foie, ici, dans lequel on s'est encore développé, il y a eu l'oncologie chirurgicale s'est adjoint à l'oncologie médicale, on a développé davantage les registres, les DU, on s'approchait de la structure que je vais vous décrire maintenant, qui est, donc ça c'est le pôle des maladies du foie, et on s'approche de la structure, le pôle foie, qui a été demandé par l'administration, dans lequel le centre existait déjà, c'était le centre hépatobiliaire, dans lequel on a adjoint les services voisins, qui étaient évidemment l'oncologie médicale, l'anesthésiologie, la radiologie, qui étaient des services indépendants, mais qui rejoignent dans leur partie spécialisée tout ce qui est de l'activité hépatique. Donc, là-dessus, lorsque le président Nicolas Sarkozy est venu en 2009 dans le service fêter la 2500e greffe, il a annoncé le projet des IHU, et nous sommes immédiatement lancés dans ce projet d'IHU, qui, alors, poussait encore plus loin la structure. On passait du département au pôle, et à ce moment-là, on passait à l'Institut hospitalier universitaire, dans lequel on trouvait toujours au milieu le département hépatobiliaire, qui était département principalement clinique, les autres services associés. On y ajoutait même, venant de Bicêtre, les pathologies médicales et chirurgicales et la transplantation hépatique de Bicêtre, plus, et c'est là qui est important, les unités de recherche, donc 10 unités de recherche qui se trouvaient sur le site de Paul Brousse, qui venaient nous réintégrer en développant des thématiques communes, dont l'une très importante, qui était l'élément clé de notre demande d'IHU, car il y avait 3 unités travaillant sur les cellules souches. Et évidemment, travaillant à la transplantation hépatique, le projet était là, d'entrer dans ce projet de recherche fantastique. Un jour, je suis sûr, on le verra apparaître dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui est de faire le foie entièrement autoconstruit à partir des cellules souches, ce foie qui supprimera le donneur vivant, le donneur cadavérique, car il permettra au patient lui-même de donner l'organe dont il a besoin. C'est encore le rêve, mais dans les laboratoires, dans la recherche, on vit dans le rêve. Et les cliniciens vivent également dans le rêve. Donc, ce projet d'IHU, nous ne l'avons pas eu. Il y avait une compétition Sever en France. Nous faisons actuellement l'Institut du foie, qui reprend toutes les thématiques du projet d'IHU et qui va nous permettre, on est en train de le mettre sur pied maintenant, d'unir, sans les deniers publics malheureusement, mais d'unir toutes les structures de recherche avec les structures cliniques que nous avons mis en place. Alors, pour conclure, je voudrais montrer la chose suivante. C'est une vision qu'on peut avoir. Il existe l'hôpital général. L'hôpital général, dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'hôpital dans lequel il y a principalement médecine et chirurgie, avec évidemment la chirurgie ambulatoire qui est une part importante, qui est, je dirais, le terme anglo-saxon, c'est common disease, c'est la prise en charge des maladies fréquentes. C'est très important, mais qu'il faut faire avec excellence. Ce n'est pas parce qu'elles sont banales qu'il ne faut pas les faire très bien. L'excellence n'est pas dans les gestes extraordinaires, ce n'est pas dans les héphangectomies, la duodénoprectomie. Une hernie, une cure d'hémorroïdes peut viser à l'excellence. Et personnellement, je plaide pour que les maladies les plus simples puissent être traitées, non pas par des experts, mais au moins formés par des experts. À côté de l'hôpital général, l'hôpital universitaire, dans lequel il y a la base, la même base avec le plateau technique, mais en plus tous les services de spécialité dont on a parlé tout à l'heure, ce qui est normal dans les gros hôpitaux. Et alors, je reviens sur ma thématique d'institut hospitalier universitaire. L'institut universitaire serait parmi une spécialité, une sorte de pointe, dans lequel il y aurait un hyper-développement de la recherche et de l'enseignement et de la formation. Et tout de suite, je le dis, je pense que c'est tellement gros qu'une seule université, une faculté de médecine, ne peut pas avoir plus de 2. Je dirais même qu'à Paris, s'il y en avait 10, ce serait très bien, il ne faudrait pas avoir plus. Mais le territoire national pourrait couvrir toutes les spécialités avec ces pôles d'excellence, de formation. Je vous dis tout de suite ce que je vois. D'abord, l'Institut magnifie les fonctions du chirurgien, dont on a commencé à parler depuis le début de cette séance, ses fonctions de clinicien,
mais également d'enseignants. Il doit former en particulier les jeunes à devenir de bons chirurgiens, chercheurs. En effet, il vise l'amélioration des soins, l'évaluation des nouvelles technologies par la concentration des patients et l'innovation. Et ensuite, il a évidemment la vocation d'être dans la compétition internationale en attirant les malades étrangers, les médecins étrangers, les chercheurs étrangers, pour faire, et nous avons la possibilité en France, parmi nous, et je parle évidemment aux chirurgiens qui sont là, parce que nous avons tout à fait les compétences et les possibilités pour développer des centres de compétition internationale. Ça demande des choix, ça demande une organisation, ça demande des moyens, mais je crois que c'est tout à fait jouable. Voilà, je vous remercie. Alors, Daniel Jecques. Voilà, je vais demander à Jecques d'ouvrir la discussion. Daniel. Merci. Donc j'ai appris tout à l'heure que j'allais être invité à faire un petit commentaire, donc je vais l'improviser avec vous. Je pense que ce que tu nous as raconté illustre un petit peu le rêve de tout chirurgien. Tu as montré cette progression avec cette ascension vers l'excellence. Je crois que les mots-clés qu'on peut retenir, c'est l'excellence. C'est bien sûr la qualité de l'enseignement, qui est très important. Et puis le mot innovation. Parce que je pense qu'on va juger ces futurs instituts sur ce qu'ils produisent, et non pas sur ce qu'ils produisent en termes d'activité courante, mais en termes d'innovation. Alors, j'ai une première question qui se pose. C'est, je crois qu'en France, ont été créés 6 IHU. Tu trouves que c'est suffisant ? Moi, personnellement, ça me gêne beaucoup parce que, bien sûr, ces IHU ont été très largement dotés sur le plan financier et qu'il est peut-être difficile aujourd'hui d'imaginer créer beaucoup plus d'instituts. Néanmoins, tu as pris l'exemple de la transplantation. Je crois savoir que parmi les 6, aucun n'est dédié à la transplantation. Donc ça me paraît être quand même une lacune, mais il y a beaucoup d'autres spécialités qui sont représentées ici, qui n'ont pas eu leur IHU. Donc je trouve que la critique que l'on peut faire pour ce très très beau projet, la critique c'est qu'il n'y en a pas assez, que c'est forcément limité. Alors ça veut dire qu'en France, on va faire le choix d'enseigner 5 ou 6 hyper spécialités, et puis un petit peu ne pas faire le reste. Alors la question que je te pose, est-ce que ces 6 IHU qui ont été créés cette année sont les seuls, ou bien est-ce que l'on peut espérer qu'au cours des années à venir, ce merveilleux projet que tu nous as décrit ici puisse s'étendre à d'autres spécialités ? Il est évident que la réponse n'est pas de mon côté. Je ne peux exprimer qu'un espoir. Il faut être pratiquement à la tête de l'État, ce qui a été le cas pour prendre une telle décision, parce qu'il y a un engagement financier considérable. Je signale quand même que c'est un emprunt qu'on doit rembourser. Autrement dit, la définition des IHU dans l'appel d'offres était très précise. L'État prêtait une certaine quantité d'argent. D'ailleurs, on en bénéficiait qu'une petite partie immédiatement, l'autre était placée et n'ont disposé que des intérêts de cette somme, mais nous avions l'obligation de mettre à côté l'équivalent qui devait être cherché auprès de nos partenaires industriels, pharmaceutiques, laboratoires de recherche, etc., pour rendre le projet viable. Bon, il n'y a que 15 centres en France qui l'avons fait, 15 projets ont été déposés en tout, c'est vous dire la difficulté de le déposer. Sur les 15, 6 ont été pris. Alors, on peut dire c'est pas assez. Moi, je dirais c'est pas assez, évidemment, parce qu'on n'a pas été dedans. Mais considérons que c'est une première étape. En tout cas, tout va dépendre de l'efficacité de ce que vont faire ces premiers IHU. Et je pense que dans les 2 à 3 ans qui viennent, s'ils sont aussi rentables, je vous rappelle encore qu'ils s'inscrivent dans le grand emprunt. Donc il doit y avoir un remboursement en création d'emplois, en innovation, en brevets. Donc si elles sont assez efficaces, et je l'espère vivement, il n'y a aucune raison, quel que soit l'état économique où nous sommes, pour qu'il n'y en ait pas d'autres, puisque
ce sera une structure rentable. Et je pense, et c'était ma conclusion très positive, que nous avons suffisamment d'énergie. Alors évidemment, chirurgical, mais vous avez bien vu que ce n'est pas chirurgical, c'est l'ensemble, c'est toute une communauté. Dans un grand centre hospitalier, c'est toute une communauté, médecins, chirurgiens, radiologues, anesthésistes, chercheurs qui se met ensemble pour choisir un projet innovant, pointu, très pointu. Nous avons essayé de rentrer dans le train. Le train existait déjà, le train du foie autoconstruit existe déjà. Nous montons dans le train. Nous allons essayer d'arriver à la locomotive. C'est tout ce qu'on peut espérer. Oui, mais pour le voilà. moment, vous n'êtes pas un wagon attaché à ce train. Oui, c'est ça, on est à côté. À côté. Un wagon sans locomotive. Voilà, c'est vrai. Bon. Mais bon, on n'a pas le choix. D'autres questions peut-être dans l'assistance? Oui. En ce qui concerne l'IHU, bien entendu, mais déjà, il est prévu un certain nombre d'autres qui vont venir et qui sont pas mal dotés. Ça, je pense que les personnes qui sont intéressées, ils peuvent, à très juste titre, de poser des projets. Et c'est bientôt que les choses vont être examinées et qu'ils peuvent avoir les financements nécessaires. La question à toi, Henri. Tu n'as pas besoin pour qu'on te félicite pour tout ce que tu as fait parce qu'on te connaît. Même, attends. Mais, il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est que quand on fait ce que tu as fait, tu as cité l'Institut du cœur par gentillesse, je crois qu'il y a un mot qu'on doit dire, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on ne peut faire des établissements de ce genre qu'à partir du moment où c'est largement ouvert. Et ça, je crois que c'est très important. Tu n'as pas fait ça pour toi, je n'ai pas fait l'Institut du cœur pour moi, j'ai fait pour l'ensemble de la discipline. Là, je crois que c'est très important que tu insistes et qu'on le dise. Voilà. Non, c'est une excellente remarque. D'ailleurs, lorsqu'on a fait le projet d'IHU, on a demandé à tous nos collègues chirurgiens de la même spécialité de collaborer avec nous. Et par exemple, Daniel Jacques, on t'avait dit, dès qu'on a l'IHU, tu enverras des chercheurs, on prendra des cliniciens, on échangera, parce que, encore une fois, si on voit le panorama de la médecine, comme dans toute entreprise, on ne peut pas avancer comme ça en masse. C'est des pointes. On avance par pointe, et la pointe va s'élargir, et petit à petit, va amener tout le haut. C'est ça, le progrès technologique, le progrès, d'une façon générale, c'est de cette façon. Autrement dit, il est exclu de doter la totalité de tous les services de maximum de moyens, mais de décerner ceux qui vont être les plus productifs, les doter, charge à eux, justement, de s'ouvrir et d'en faire bénéficier les autres. Voilà. Je crois que ce qu'a dit Iraj est vraiment très important. Et j'ai un petit souvenir, quand j'étais président de la CME, on avait décidé avec le directeur général d'acheter un robot, madame la directrice, et la condition qu'avait mis le directeur et que je lui avais suggéré, c'est que ce robot ne soit pas réservé à une spécialité chirurgicale, mais qu'il soit d'emblée ouvert à toutes les spécialités. Et je peux vous dire qu'à Strasbourg, ça n'avait pas été évident. No comment.